Chère Antonine, tu demanderas pourquoi le changement des valeurs qui s'opère aujourd'hui sous nos yeux me met à ce point en colère. Tu ajouteras aussi que la colère ne fait pas très philosophe, et d'une certaine manière tu auras raison. On a longtemps cultivé l'image du philosophe capable de contempler les choses du monde, ainsi que leurs causes, et cela dans la plus parfaite impassibilité, quelle que soit la nature des événements qui s'offrent à sa contemplation, pour les uns heureux et réjouissants, et pour les autres catastrophiques et parfaitement dramatiques. Tout cela le laisserait froid. Combien de philosophes n'ont-ils pas assisté à des situations politiques délétères jusqu'à devenir parfois apocalyptiques ? Combien d'autres encore n'ont-ils pas bravé un danger qui les menaçait eux-mêmes dans leur chair et dans leur vie ? Socrate, Sénèque, Épictète, Étienne, Paul de Tarse, Origène, tous ont été malmenés et molestés par les événements et leurs congénères, pour les uns humiliés et torturés, pour les autres sommés de se donner eux-mêmes la mort. Et tous ont montré un courage et une retenue digne d'admiration, léguant ainsi à la postérité un exemple où l'on voit une certaine forme d'impassibilité prendre le dessus sur les événements et sur l'affolement des passions qu'ils suscitent d'ordinaire chez les hommes. Ces grandes personnalités de la pensée, par leurs discours et par leurs actions, ont ainsi contribué à l'édification de l'image du philosophe que rien ni personne ne peut atteindre ni toucher. Cependant, on doit davantage cette image, qui n'est qu'à demi vraie, à ceux qui n'ont fait qu'effleurer la philosophie et s'en sont tenus à une simple lecture historique des grands textes qui nous sont parvenus de l'Antiquité. Tous ces textes offrent pourtant une analytique des passions qui permettent non pas de penser pouvoir sans dispenser, comme si l'on pouvait vivre ou même penser et réfléchir sans elles, mais tout au contraire d'en tenir compte afin d'en prendre le plus grand soin. Ce soin à l'égard des passions et des différents états affectifs qui caractérisent l'être et l'action de l'homme est capital, si du moins l'on souhaite se rendre capable de tenir un rôle parmi les hommes et dans la cité le plus dignement possible. La colère, la plupart du temps, est très néfaste, certes, mais à la seule condition qu'elle ne soit pas tempérée et orientée par la raison et par une juste fin. D'autant plus que la colère peut prendre diverses formes. On réduit généralement la colère à la perte de contrôle de soi-même. Or, la partie de l'homme qui génère la colère est celle aussi qui lui donne l'énergie et le courage d'affronter un danger, par exemple, que cela soit pour se sauver soi-même ou pour sauver une personne qui nous est chère, ou encore une personne qui appartient à la même communauté que la sienne. Cette partie nous donne aussi l'énergie de poursuivre une cause juste et pour cela de mettre tout en œuvre. L'énergie aussi de se lever et d'émettre son opinion lorsqu'on a constaté une injustice dans l'espace public, au risque parfois de s'en voir sévèrement exclu et rejeté. Elle nous donne encore l'énergie requise pour se faire tout simplement valoir au sein d'une communauté, car on estime qu'on peut lui être utile d'une manière ou d'une autre. Car pour cela aussi, il faut une certaine forme d'ardeur et de courage. Toutes ces actions, et bien d'autres encore, requièrent une énergie parfois titanesque. La dimension de notre être capable de nous la donner, c'est le thumos. Tu maîtrises maintenant la distinction socratique qui partage l'action humaine en 3 dimensions, qui chacune renvoie à un besoin particulier. L'épithumia pour nos besoins corporels, le logistikon pour nos besoins intellectuels ou logistiques, et le thumos. C'est ce dernier, le thumos, qui, selon les anciens, provoque la colère en nous. C'est-à-dire cette énergie d'action capable parfois de soulever des montagnes. Cependant, il arrive souvent que ce déclenchement d'énergie soit mal fondé. Dans ce cas, on se met en colère pour rien, et on s'engage dans une dépense d'énergie parfaitement inutile,
quand elle n'est pas nuisible à soi-même et aux autres. Ce type de colère, Aristote le compare à l'homme à qui l'on demande un service, mais qui s'applique incontinent à nous le rendre sans avoir pris la peine de nous écouter jusqu'au bout. On lui demande de l'eau et il nous apporte un chapeau. Il se fait que le thumos, tout comme l'épithumia, doivent s'aider de l'exercice de la raison pour trouver la mesure de l'énergie à déployer et la mesure aussi de l'action juste à mener. Devant un gâteau au chocolat par exemple, l'épithumia provoquera sans doute en moi le désir d'en manger. Mais en ai-je vraiment besoin compte tenu de mon état de satiété, mais aussi de mon état de santé ? Seul l'exercice de la raison s'avérera capable de répondre à cette question, car c'est grâce à elle que je peux évaluer s'il est raisonnable d'en manger, au regard de plus de l'état actuel de ma santé. Seule la raison me rend capable de prévoir, de planifier et d'organiser le régime alimentaire, pour suivre cet exemple, qui sera préférable pour conserver la santé. Il en va de même pour toutes les actions qui relèvent du thumos. Si un homme s'approche de moi avec une hache, le thumos me sera utile pour me défendre et tenter de la lui ôter de force si nécessaire. Mais en la situation, ai-je réellement besoin de me défendre ? Seule une analyse des informations que j'en reçois pourra m'aider à le déterminer. Et cette analyse est du seul ressort du logistikon, à savoir de mon intelligence. C'est lui aussi qui sera capable de m'indiquer la réaction à avoir, qui doit être proportionnée, elle aussi, à la situation. Cette réaction doit être juste. Si je me jette illico sur cet homme muni d'une hache, non pas seulement pour tenter de la lui arracher, mais pour ensuite m'en servir et par elle le découper en morceaux, cette réaction sera complètement disproportionnée et profondément injuste. Elle confinera à l'absurde s'il s'avère que cet homme était mon voisin, qui était venu m'aider dans les travaux de jardinage que j'étais en train de réaliser. Ainsi, la colère, ou du moins l'énergie qu'elle libère en moi, n'est pas en soi mauvaise. Elle le devient si elle est libérée sans fondement, ou si encore elle provoque une action disproportionnée relativement à l'événement, au danger ou à l'injustice qui en est la source, même si ce danger ou cette injustice s'avère fondée. C'est tout un art finalement que d'agir justement. Et la conscience aiguë et intime de cet art, on la doit aux réflexions des philosophes qui ont tous œuvré à l'édification d'une analytique des passions extrêmement utile pour en prendre soin. Mais cet art dépend surtout d'une constante réflexion sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il procède surtout à un constant entraînement des diverses facultés de l'âme que sont l'épithumia, le thumos et le logistikon. Cet entraînement est nécessaire pour les rendre capables, dans l'action, de suivre les indications que lui donnera ultimement la raison, elle aussi formée à dessein. C'est la raison pour laquelle les philosophes anciens accordaient tant d'importance à l'exercice de la raison, puisqu'en toute occasion, elle doit prendre un soin infini des autres parties de l'âme. Non pas vouloir les en extirper ou nous les arracher comme on a cru le lire, et particulièrement dans la philosophie stoïcienne, mais tout au contraire, les former et les modeler progressivement, comme le disait Plutarque, par molles et douces inductions, et non pas par violence et par contrainte. Les former et les modeler à suivre ce qui nous apparaît être le plus juste et le meilleur à vivre, ce que la raison en elle-même doit à tout instant et sans relâche s'appliquer à trouver, quand bien même elle sait qu'elle ne le trouvera jamais définitivement. Il ne serait pas inutile d'ailleurs de rappeler aux jeunes que les mathématiques, qu'ils subissent parfois avec peine, sont l'exercice par excellence pour faire travailler la raison, un peu comme les gammes au piano. Toujours est-il que dans sa portée concrète et pratique, la raison doit s'occuper à mettre de l'ordre dans nos affaires économiques pour qu'en ce domaine la vie soit la plus agréable et la plus juste.
Elle doit aussi mettre de l'ordre dans les valeurs politiques, c'est-à-dire dans la communauté de symboles et des sentiments à suivre, à faire valoir ou à proscrire, pour qu'en ce domaine, pareillement, la vie soit la plus agréable et la plus juste. Or, c'est le thumos qui a la charge d'accueillir en lui ce type de valeurs, de sentiments et de symboles qui, in fine, déterminent en chacun un certain sentiment de justice, car il est le seul capable de donner l'énergie requise pour les préserver et les défendre. Le thumos est en nous le gardien de ce en quoi nous croyons le plus profondément et le plus radicalement, c'est-à-dire des valeurs promues et défendues par la cité. Aristote ira jusqu'à dire dans La Politique que c'est la communauté des sentiments de l'utile et du nuisible, du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales, qui engendre la famille et la cité politique. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'il explique très bien que cette communauté de sentiments procède du langage. Le langage permet à l'homme, à l'instar des animaux, d'indiquer ses joies et ses peines. Mais, en revanche, et contrairement à eux, le langage de l'homme est doté du logos, l'instrument par excellence du logistikon, c'est-à-dire d'une capacité réflexive et discursive à exprimer l'utile et le nuisible, le juste et l'injuste, le bien et le mal, etc. Se dessine ainsi une chaîne d'intercausalité entre l'exercice de la raison et les autres facultés et puissances de l'âme. La première forme un ensemble de valeurs et de principes à suivre par les secondes, et celle-ci donne la possibilité à l'homme d'agir en fonction de ces valeurs, car sans elles, en effet, il n'y a pas d'action possible. D'où l'importance, comme le dit Aristote ailleurs, d'identifier les justes valeurs à suivre et surtout de s'y former soi-même et d'apprendre à les suivre spontanément, le plus tôt possible. Moi-même qui te parle, et qui ne suis arrivé à la philosophie que fort tard, n'ai très certainement pas l'étoffe d'un sage accompli. Je me dépatouille, comme tout le monde, avec les sentiments de justice qui m'habitent et un thumos, souvent peu enclin à écouter les recommandations que je lui adresse, réflexion faite, à plus forte raison dans l'action. Il m'arrive donc bien souvent d'aller chercher spontanément un chapeau pour l'offrir à des gens qui ont soif. Je suis très exactement, comme beaucoup d'hommes et de femmes, je crois, ce qu'Aristote appelle un intempérant. L'intempérant, selon lui, est celui qui connaît la règle ou certaines valeurs qu'il estime bonnes, mais que les puissances actives de son âme ne sont pas accoutumées suffisamment à suivre. L'intempérant craque devant un morceau de gâteau au chocolat, alors qu'il sait qu'il serait à cette occasion bien plus raisonnable de s'en dispenser. L'intempérant aussi se met en colère et la laisse librement s'exprimer alors qu'il sait qu'elle est pour lui et pour l'heure inutile, bien que la cause puisse être juste et qu'il est préférable de garder son énergie quand l'heure sera venue de la rendre utile et efficace. Mais ne pas être capable d'incarner une règle ne rend pas celle-ci moins juste. C'est à moi qu'il revient de m'efforcer à changer selon la règle, et non pas à changer la règle selon moi. Voici les raisons de ma colère. Les pouvoirs médiatiques et politiques actuels, sans consultation préalable de la population, opèrent un changement décisif des valeurs qui conduit à la reconfiguration de l'espace politique. Au sein de cet espace, toute rencontre doit être marquée du sceau de la suspicion. Tout membre de la communauté doit être considéré comme suspect. Suspect d'être une menace pour sa propre vie, en l'occurrence l'état de santé de ses propres poumons, de ses trachées, sa propre gorge et ses propres cavités nasales. Il n'y a jamais eu de décision politique dans toute l'histoire de l'humanité qui ait atteint un tel niveau d'absurdité. Cette décision procède d'une méconnaissance radicale de l'être de l'homme qui encore une fois le réduit drastiquement à sa dimension physique et matérielle la plus plate et la plus sommaire.
C'est confondre, comme le disait Socrate dans le Phédon, passage auquel j'ai déjà fait référence, c'est confondre décisivement ce sans quoi l'homme ne peut agir et ce pourquoi il agit. Or, si les hommes actuellement ne vivaient qu'à l'entretien et à la préservation de leur seule vie physique et de leur seul bien matériel, comme on prétend qu'ils le font naturellement et qu'ainsi ils doivent continuer à le faire, comment comprendre dès lors qu'ils participent pour la plupart dans un état de frénésie extatique à l'édification de sociétés de production et de consommation dont nous connaissons pourtant les nuisances extrêmes, nuisances qui sont avant toute chose de nature physique et matérielle. Pour le dire plus platement, comment accepter qu'une société qui prétend protéger nos corps continue de produire et de vendre des cigarettes, de l'alcool, des armes, et toutes ces choses extrêmement nuisibles ? La résurgence de ce type de crise sanitaire, qui risque à l'avenir de s'intensifier, est par ailleurs le pur produit des activités économiques de ces mêmes sociétés, à tous égards totalement absurdes et démesurées. Ainsi, l'hypothèse que les hommes n'agissent principalement que pour la préservation de leur santé et de leur vie physique ne tient absolument pas, ne serait-ce qu'à la seule considération de l'état d'hostilité physique et matérielle dont nos sociétés actuelles sont la proie. La tendance naturelle de l'homme qui apparaît la plus plausible pour expliquer ce genre de situation inextricable dans laquelle désormais nous sommes tous plongés, c'est la volonté partagée intimement par chacun de s'inscrire dans l'espace public ouvert par la communauté, à la faveur d'abord d'un respect manifesté à l'égard des valeurs instituées par elle, bien plutôt que celle de préserver à tout prix sa simple vie physique. À partir de ce présupposé, les actions de l'homme et par ailleurs toute l'histoire de l'humanité deviennent plus compréhensibles. Mais le plus important, c'est qu'à partir de ce présupposé, l'espoir devient possible. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Certes, entre dire que c'est la tendance naturelle de l'homme que de suivre une communauté de valeurs, et dire que par cela il est capable efficacement de la suivre, il y a un pas que je ne franchirai pas. Je suis moi-même convaincu du rôle politique que je dois tenir en toute rencontre. De là à en être effectivement et efficacement capable, c'est tout un travail que je dois faire sur moi-même et qui me prendra sans doute le reste de mon existence. Mais déplier les difficultés politiques que nous traversons sous l'angle des valeurs que chacun s'estime devoir préserver, accomplir et défendre, cela laisse une marge de réflexion et d'action bien plus ample que la réduction de toute valeur à la seule préservation de son intégrité physique. Il est même à parier que la plupart des hommes acceptera de se conformer à ce nouveau diktat qui fait de la survie physique le point de mire de toute action politique, non certainement pas parce qu'il a peur de mourir physiquement, et encore moins pour préserver sa santé, mais de même que dans les sociétés de consommation que nous avons connues jusque maintenant, la plupart des hommes et des femmes étaient prêts à ruiner leur santé physique et mentale à seule fin d'accumuler autour d'eux quantité d'objets sous le prétexte pourtant de leur utilité, de même, on verra apparaître dans les sociétés sanitaires que l'avenir nous présage des hordes d'hommes et de femmes prêts à sacrifier leur vie et même leur santé physique et mentale pour défendre l'idée qu'il faut les préserver à tout prix. Mon Antonine, je te répète cette phrase si belle et si célèbre. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Si l'on veut changer les choses, c'est à l'ensemble des valeurs qui fondent la communauté humaine actuellement qu'il faut toucher, afin de les réévaluer de près. De cet ensemble de valeurs surgit un modèle de comportement reconnu par la communauté politique tout entière, modèle de comportement au respect duquel chacun espère s'y voir reconnu. Le modèle éthique promu par l'homme consumériste et productiviste consiste à adopter les manières de vivre capables de suivre le rythme effréné de production des sociétés, que ce faisant, il édifie
Dans celle-ci, se voit suprêmement reconnu, applaudi, encensé, quand ce n'est pas sanctifié et déifié, les hommes et les femmes qui parviennent à montrer très ostensiblement leur maîtrise des signes de richesse, et par ces richesses accumulées, des signes de gloire, conformément d'ailleurs au modèle éthique formulé par Machiavel dans Le Prince, où il disait comprendre les hommes dans les choses qui les poussent au but que chacun vise, c'est-à-dire la gloire et la richesse. À l'inverse, un homme ou une femme pauvre, sobre et anonyme, même s'il s'agit d'une pauvreté, d'une sobriété et d'un anonymat réfléchi et volontaire, est reconnu comme le pire des états qu'on peut connaître. Il suscite plutôt la honte, la pitié, quand ce n'est pas le dédain ou le mépris. Ce modèle éthique qui, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes lettres, suppose un matérialisme radical et exclusif, a conduit aujourd'hui à faire de la vie biologique le dernier et seul ressort de notre existence, principe qui confine à l'apolitisme le plus radical et qui risque d'aboutir à l'édification des sociétés totalitaires, dans le sens où elles tendraient à contrôler les moindres mouvements et gestes de chacun pour y déceler la moindre menace potentielle. Comme s'il était possible d'avoir une quelconque maîtrise sur la mort. Nous verrons en outre que cette crise sanitaire actuelle a été certainement l'occasion de sauver des vies du coronavirus, mais qu'elle a été et qu'elle sera la cause d'un décuplement d'autres types de morts laissés provisoirement sur le côté, comme le cancer, le paludisme, les problèmes cardiaques, la pauvreté aussi, ou bien encore les morts provoquées par des risques psychosociaux comme l'anxiété générée par la phobie prophylactique qui s'empare de nos discours et de nos comportements, la solitude enfin ou l'abandon pur et simple. L'homme ne parviendra jamais à avoir un pouvoir sur la mort. Tout ce qu'il peut faire, c'est rendre tel type de mort spectaculaire et visible et passer littéralement sous silence toutes les autres. Quoi qu'il en soit, il faut remettre en question le modèle éthique consumériste que nous avons suivi jusqu'à aujourd'hui dans ses plus ultimes conséquences. Il nous faut aussi chercher le modèle éthique qui apparaîtra le plus pertinent à suivre, à incarner et à promouvoir pour se donner les moyens de sortir de la situation qui est la nôtre. Ma chère Antonine, tu nous manques. Mais nous, qui appartiendrons bientôt à la catégorie des vieux, nous avons confiance en toi et en ta génération pour réinventer ce monde et insuffler toute la générosité et la créativité dont nous avons manqué. Ta mère est toujours à mes côtés quand il s'agit de t'envoyer toute notre tendresse.